j'ai jamais été autant attaquée, insultée qu'en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je fais une sortie publique sans que les gens, sans que de nombreuses personnes, en tout cas, réagissent de manière extrêmement virulente. Et puis après, je ne te cache pas qu'il y a plusieurs moments dans ma carrière où j'ai songé à quitter la France, en me disant, je me sens vraiment pas bienvenue dans mon propre pays. Ah Oui, non mais moi franchement j'étais outrée parce que la question s'adressait à Manuel Bompard, il était d'accord avec mon observation, j'ai dit que j'étais éblouie, moi franchement je trouve ça marrant, je trouve que c'était une bonne punchline, donc ça n'a pas fait rire, mais la vérité c'est que, il y a quand même un décalage entre ce qu'est la France et cette photo, ça n'a rien à voir. Franchement, il m'insupporte. Vraiment, je trouve qu'il y a une forme de condescendance. Bonjour Rokhaya Diallo. Salut Sam, ça va? Bah ouais, ça va super bien, je suis en ta compagnie. J'attendais cette interview comme le Messie. Merci. On a réussi à se trouver une date. Oui, ouais. J'attendais vraiment, véritablement cette interview parce que j'admire le courage dont tu peux faire preuve dans tes différentes prises de parole dans les médias. Merci beaucoup, merci. J'ai conscience que c'est pas évident. Parce que je le fais aussi, mais à une autre échelle, et j'admire vraiment ce côté-là de toi. Merci beaucoup. Rokhaya, tu es journaliste, tu es réalisatrice, tu es militante féministe et antiraciste. Tu abordes aussi la casquette d'écrivaine. Tu as écrit des livres sur le racisme, sur la laïcité ou encore sur l'afro. Tu es également fondatrice d'une école de prise de parole en public. Et tu t'arrêtes pas là parce que tu as aussi ton propre podcast. Ça représente combien d'heures par semaine, toutes ces casquettes ? Alors, ça représente beaucoup de travail et beaucoup d'organisation. Avant de me lancer, je tiens à dire que j'aime beaucoup ce que tu fais, que ça fait un moment que je te suis et que j'aime vraiment la manière dont tu abordes les interviews à la fois de manière bienveillante et incisive. Donc, quand tu m'as contactée, j'avais très bien identifié ton travail, donc parenthèse. Merci. Et pour le podcast, donc je l'ai créé avec mon ami Grassley, donc on est deux dessus. Mais je ne pourrais pas quantifier le temps que ça me prend parce qu'il y a des choses qui me prennent plus ou moins du temps. Et à côté de ça, je fais pas mal de conférences à l'étranger, j'enseigne aussi. Mais c'est surtout de l'organisation, en fait. C'est vraiment de l'anticipation. Et ce qui est vraiment caractéristique de mon travail, c'est que je sais ce que je fais. Enfin, je peux te dire ce que je fais le 17 novembre, où je serai, etc., etc. Donc c'est plus de l'organisation, de l'anticipation. Ça demande beaucoup de travail. Mais je m'assure quand même toujours d'avoir du temps pour moi. Ça, pour moi, c'est capital et c'est central. C'est important parce que sinon, tu pourrais peut-être pas le faire aussi qualitativement parlant si tu n'avais pas de temps pour toi. Exactement. Et puis, je pense que c'est important de se respecter, en fait, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Donc, ça veut dire prendre le temps de se faire du bien, de se reposer, de passer du temps avec son entourage, d'avoir des loisirs, de prendre soin de soi en faisant, soit du sport, des massages, peu importe, des choses qui sont à notre portée. Mais pour moi, c'est capital. Donc, d'avoir aussi des routines qui sont plus personnelles, ça me permet d'aborder le reste avec plus d'énergie. C'est vraiment, vraiment important. Rokhaya, on te connaît pour ton travail, on te connaît pour ton militantisme, on te connaît pour tes prises de parole. Tu restes très discrète sur ta vie personnelle, justement, sur ta vie privée. Si tu me le permets, est-ce que je peux te demander comment tu as grandi? Où est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu penses que la petite fille que tu étais déjà prédestinée à devenir celle que tu es? Alors, j'ai grandi à Paris, dans le 19e arrondissement, dans un quartier populaire, très, très mixte. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance de faire partie de ces Parisiens qui ont toujours été exposés à la pluralité culturelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a caractérisé mon enfance, d'une famille de classe populaire, donc ouvrier, mais en même temps avec une vie super heureuse, quoi. Donc, j'ai passé mon enfance dans le 19e. Ensuite, à l'adolescence, on a déménagé à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Et pour répondre à ta dernière question, pas du tout. J'étais pas du tout prédestinée. J'étais une élève hyper timide, très très discrète. Donc vraiment pas le genre de personne qui prenait la parole en classe. Vraiment, j'étais bonne élève, mais pas vraiment du genre à vouloir me mettre en avant. Donc j'étais... C'est pas par manque d'assurance, j'étais plutôt sûre de mes idées, mais je ne ressentais pas forcément le besoin de prendre la parole. Et aujourd'hui aussi, tu l'as évoqué, je reste quand même quelqu'un d'assez réservé en dehors de mes prises de parole sur des sujets très publics. Je ne suis pas très, très expansive, quoi. C'est contradictoire ou pas du tout? Non, parce que je pense que je suis animée vraiment par la volonté de défendre des idées, et c'est plutôt pour le bien collectif. Mais quand il s'agit de ma personne, je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, en fait, de savoir... qui je suis, où je vis, ce que je fais de mon quotidien, ça intéresse mon entourage, mais je pense que c'est pas ce que j'ai de mieux à proposer aux personnes. Voilà.
Pourtant, j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle Ne reste pas à ta place, qui raconte un petit peu ma trajectoire, mais c'est parce que je voulais partager les clés de ce qui m'avait aidé à parcourir ce chemin. Qui était aussi constellé de difficultés, hein. Tout n'était pas facile, mais j'avais envie de partager ça dans un but plus de transmission que de partage d'intimité, parce que c'est pas forcément dans mon tempérament, mais je reste quelqu'un d'assez réservé, mais j'ai vraiment envie de... Pour moi, c'est quand même important de raconter aux gens qui on est parce que moi j'ai grandi dans les années 80 et j'ai grandi face à un écran où les gens qui me ressemblaient étaient très très peu nombreux. Très peu de femmes qui étaient journalistes, politiques. Bon, après, il y avait des grandes icônes comme Anne Sinclair, Christine O'Krent, etc. Mais il n'y avait pas tant de débats que ça, ou des femmes qui étaient vraiment éditorialistes. C'était très, très peu commun. Et puis, alors, des personnes noires, il y en avait encore moins. Donc, j'ai grandi, heureusement qu'il y avait les États-Unis pour un peu compenser cette absence d'identification. Mais je trouve que c'est important pour les petites filles, pour les personnes non blanches, de se dire que il y a d'autres personnes qui leur ressemblent, qui sont voilà, derrière l'écran et qu'elles puissent identifier un parcours. Donc c'est pour ça que je donne certains éléments, parce que je trouve que c'est important que des gens puissent se dire bon, bah, je peux être journaliste si je veux, c'est possible en fait. Mais comment tu as grandi toi en tant que petite fille sans identification? Est-ce que tu te souviens ce que tu ressentais, les questions que tu pouvais te poser ou pas? Bah, disons que je m'identifiais à des gens qui ne me ressemblaient pas nécessairement. J'avais un modèle d'identification qui était immédiat, qui était ma mère, hein, qui est vraiment une femme, une battante. Donc j'avais vraiment ce modèle de femme assez forte et volontaire dans mon environnement immédiat. Et puis après, on recompose. Tu vois, moi j'étais une fan de manga, donc j'adorais tout ce qui était Magical Girls, donc ces petites filles qui se transforment en fait, qui ont des pouvoirs, qui se transforment. Donc dans les années 80, c'était Creamy, 90 plutôt Sailor Moon. Oui. Donc voilà, tu vois, c'est des petites filles ordinaires en fait, qui ont un super pouvoir. Dans le cas de Sailor Moon, qui vont plutôt l'utiliser pour la justice, pour se battre, pour le bien de tous. Bon voilà, en fait, tu trouves un peu ton identification dans le fantastique quand la réalité ne te permet pas de trouver des gens qui te ressemblent. Puis après, il y avait les fictions américaines. Moi, je suis de la génération du Prince de Bel-Air. Autant te dire que quand c'est arrivé à la télé... Gros soulagement sur OK, on existe et on peut être super cool, quoi, en fait. Donc voilà. Tu es franco-sénégalaise? Ouais, voilà. Mes parents viennent du Sénégal et de la Gambie. Voilà, je suis française et sénégalaise. Ouais. Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces deux cultures? Est-ce qu'il a fallu choisir à un moment donné dans ta vie entre ces deux cultures, ou est-ce qu'on peut les accueillir toutes les deux sans qu'on nous demande de faire des choix? En réalité, quand on est enfant... il n'y a pas grand-chose qui pose question. Ce qui est autour de soi, ça va de soi et c'est pas contradictoire. Donc oui, j'ai grandi dans une famille sénégalaise, dans une famille musulmane, pratiquante, donc avec vraiment un vrai intérêt pour la pratique de l'islam, l'apprentissage des textes, etc. Et puis avec plusieurs langues, donc du coup la langue de l'intérieur et la langue de l'extérieur, même si nos parents nous parlaient à mon frère et à moi en français. Qu'est-ce que c'est la langue de l'intérieur? C'est le Wolof. Hein. Donc le Wolof, c'est la langue principale qui est parlée au Sénégal. Donc c'était la langue de mes parents. Okay. Donc mon frère et moi, on l'a surtout apprise en entendant nos parents se parler. Et puis c'était la langue de la famille, donc quelque chose de très familier. Et puis l'extérieur, c'était le français, puisque voilà, on est très vite, on a été socialisés en français, on allait à la crèche. Donc en fait, dès bébé, c'était aussi notre langue. Il n'y avait pas de conflit ni de contradiction. Hein. Après, moi, c'est vrai que j'appartiens à une génération, en fait, on déconseillait aux parents de transmettre leur langue à leurs enfants. Ce qui est un très mauvais conseil. Mais à l'époque, on pensait que les enfants, ça les perturberait d'apprendre deux langues simultanément, ce qui n'est pas vrai en fait. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'a handicapée dans mon apprentissage, en tout cas surtout dans ma possibilité de parler facilement la langue de mes parents. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Mais c'est des choses dont je me suis rendu compte à l'âge adulte. Mais honnêtement, quand j'étais petite, j'avais aucun doute sur le fait que j'étais française et que je venais d'une famille sénégalaise. C'était pas du tout une question, quoi. D'où elle te vient exactement, si tu le sais, cette envie, ce besoin que tu as développé en grandissant de parler pour la collectivité, de défendre des idées pour la collectivité? Je pense que j'ai une très grande intolérance à l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice et c'est vrai que même étant enfant, dans mon foyer, dès que je voyais des choses qui ne me semblaient pas justes, je le disais. C'est un truc que j'ai déjà raconté, donc je vais le redire. Mais par exemple, moi, j'ai 3 ans de plus que mon frère. Et à un certain âge, ma mère m'a dit, bon, ben voilà, maintenant, tu as tel âge, donc tu vas m'aider dans les tâches domestiques. Et donc, j'ai aidé avec grand plaisir la vaisselle, enfin, les trucs que peuvent faire les enfants pour aider, quoi. Et puis, en fait, quand mon frère a eu cet âge, j'ai dit à ma mère, bah, en fait, je pense que c'est son tour. Et c'était pas forcément prévu. Mais ma mère a dit, mais oui, en fait, bah, bien sûr. Et donc, mon frère s'est attelé avec moi aux tâches domestiques. Mais c'est quelque chose que j'avais perçu comme une injustice qui n'a pas été, ça n'a pas été une dispute, il n'y a pas vraiment eu besoin de faire c'est pas un combat, mais c'était une observation. Et je pense que j'étais une enfant qui était assez attentive aux choses qui me semblaient injustes, même dans les séries que je regardais.
quand des choses me semblaient pas normales, je l'analysais beaucoup, je me disais ah, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les choses ne sont pas... Enfin, pourquoi tout le monde n'a pas accès à la même chose? Donc, c'est quelque chose qui était implanté en moi. Après, c'est vrai que quand on regarde beaucoup de dessins animés japonais, la justice, c'est quand même un truc cardinal, quoi. On se bat pour la justice, pour le bien de tous et tout. Donc c'est un truc, quand t'aimes les comics, quand t'aimes les mangas, en vérité, ça fait partie aussi des valeurs, voilà. C'est aussi des valeurs religieuses qui m'ont été enseignées. Mais voilà, après, le fait de parler pour tous, c'est vraiment venu au moment, pour moi, c'était insupportable, en fait. Il y a un moment où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas vivre dans un monde où j'assiste à ça et que je n'ai pas la possibilité de faire ce qui est à ma portée. Donc c'est comme ça que j'ai monté ma première association antiraciste, notamment après la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré, tu sais, à Clichy-sous-Bois en 2005. Oui. Donc 2 jeunes garçons de 15 et 17 ans qui étaient poursuivis par la police. Ils n'avaient rien fait, mais ils ont eu peur. Ils se sont réfugiés dans un transformateur électrique et ils sont morts électrocutés. Donc il y avait un troisième garçon avec eux, tu vois, Mouetti Natou, un troisième garçon qui lui n'est pas mort, mais qui a été grièvement blessé. Et en fait, ça a déclenché des révoltes à Clichy-sous-Bois pendant plusieurs semaines, en fait. Plein de... voilà. Alors c'est triste, mais on a l'impression que cette histoire, elle est encore actuelle. Exactement, exactement. Et en fait, on la vit encore. C'est ça. Mais je veux dire, quand tu vois la mort de Naël Merzouk 15 ans plus tard, c'est une mort injuste, ça déclenche des révoltes chez les jeunes qui s'identifient à lui, un sentiment d'injustice. Et puis voilà, entre Ziad Benna et Naël Merzouk, il y a eu Adama Traoré, Lamine Dieng, plein de gens qui sont morts comme ça parce que poursuivis par la police ou... voilà, sans raison. En tout cas, il n'y a rien qui justifie la mort, quoi qu'on ait fait. En l'occurrence, il n'avait rien fait, il y a eu des révoltes. Et moi, ce qui m'a révoltée à l'époque, c'est vraiment le traitement médiatique. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur était Nicolas Sarkozy. Et il a dit, quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas devant la police. Et je me suis dit, mais comment on peut manquer d'empathie à ce point? Ce sont des enfants de 15 et 17 ans. Ils ont des parents. Et le fait de dire ça, au lieu de témoigner juste d'empathie, c'est ça, pour les parents, pour la famille. Et sachant qu'en plus, il n'avait rien fait. Je veux dire, il a dit ça, mais il n'avait absolument rien à se reprocher. Ils avaient peur. Ils ont eu peur. C'était le ramadan à l'époque, donc je pense que voilà, c'était l'heure de la fin de la journée. Peut-être qu'ils voulaient rentrer chez eux pour dîner en famille. On ne sait pas vraiment, mais c'est terrible. Et moi, ça m'a donné envie de dire autre chose que ce que le récit médiatique dominant racontait. Qu'est-ce qu'on appelle, Rokhaya Diallo, le racisme systémique? En fait, le racisme systémique, c'est un racisme qui est hérité de l'histoire. Tu sais, on est dans un pays qui a pratiqué la colonisation, l'esclavage, la Shoah, l'Holocauste contre les personnes juives. Et en fait, ces histoires de violence ont provoqué des croyances, c'est-à-dire qu'elles ont été justifiées par des croyances. Pour pouvoir esclavagiser massivement une partie de la population, il a fallu dire que ces personnes étaient inférieures. Pour pouvoir commettre un génocide contre les juifs, il a fallu le justifier en disant que les juifs avaient tel et tel type de caractéristiques qui faisaient qu'elles méritaient d'être éliminées. Pour pouvoir coloniser, il a fallu dire, nous, en fait, la grande civilisation européenne, on vient apporter la civilisation, la culture à ces Africains, à ces Asiatiques, à ces personnes natives du continent américain. Et donc ce système de justification, en fait, il est resté imprégné dans nos inconscients collectifs. C'est-à-dire que penser que les Noirs sont inférieurs, qu'ils ont une force physique particulière, que les Asiatiques sont... je ne sais pas, minutieux, que les Juifs sont fourbes ou sournois, etc. Ces croyances-là, en fait, elles sont restées dans nos inconscients collectifs. Et donc, tout ça pour dire que ça fait partie de la culture dominante et que, en fait, quand on parle de racisme systémique, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on porte individuellement, mais qui est complètement imprégné dans notre culture et que ce n'est pas une volonté individuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la volonté individuelle d'être raciste, d'avoir tel type de préjugés, mais en fait on les apprend parce qu'ils sont partout. Ils sont dans les productions culturelles, publiques, dans ce qu'on nous dit, dans notre famille, ce qu'on entend à la télévision, etc., etc. Et ça nous imprègne. Et donc sans qu'on ait une volonté individuelle de le propager, on y croit. On y croit et on va peut-être dire des choses qui sont pleines de préjugés, de stéréotypes à des gens parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont noirs. Et le fait qu'il soit systémique, ça veut dire que pour se propager, il n'a pas besoin de la volonté d'un seul individu. Que mécaniquement, en fait, la société telle qu'elle est organisée, elle discrimine. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'une personne se dise « Ok, je vais discriminer » pour que, massivement, quand on regarde la télévision aujourd'hui en France, il n'y a pas beaucoup de personnes noires, il n'y a pas beaucoup de personnes d'origine maghrébine. Toujours pas. Voilà. Et quand tu interroges les gens individuellement, ils disent « Mais moi, j'ai rien contre ces personnes. » Mais le système qui va de l'école, de la formation des journalistes, au recrutement fait que, en fait, on a tendance à recruter les gens qui nous ressemblent. Les écoles de journalisme, elles reproduisent en fait les élites. Elles vont recruter des personnes plutôt dans certains types de milieux sociaux où il y a moins de personnes non blanches. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui dit ah non, je veux pas de noir, je veux pas d'arabe, mais toute une série de processus. Mais alors le racisme systémique, est-ce que ça peut créer du communautarisme?
Entraîner, en tout cas, du communautarisme. Moi, tu sais, je ne crois pas vraiment au terme de communautarisme. Ah, bah c'est intéressant. Pour moi, le communautarisme... Parce qu'on l'entend beaucoup. Exactement. Mais pour moi, c'est un mot qui a été inventé pour disqualifier les personnes discriminées. Tu vois, quand tu es... Parce que qu'est-ce que ça veut dire le communautarisme? Je veux dire, on est tous communautaires. Tu es proche de ta famille. C'est une communauté. Voilà, c'est une communauté. Être communautaire et être communautariste, ce n'est pas la même chose. Être communautaire, c'est le principe de l'humanité. On est proche de nos amis. On a des groupes qui sont nos amis, notre famille, etc., dans lesquels on évolue. Communautariste, en fait, ça signifierait que tu as un projet politique. Quand il y a un iste, ça veut dire que c'est une idéologie. Qui a un projet de se séparer du reste de la communauté? Personne. Je veux dire, les gens, même des gens qui vont traîner entre juifs, entre musulmans, entre noirs, ce sont des groupes affinitaires temporaires. Je veux dire, globalement, on vit ensemble. On prend le même métro, on vote dans le même isoloir, on est représenté par les mêmes représentants politiques. Donc, tu vois, quand on dit communautariste, en fait, c'est pour d'une certaine manière, te pointer du doigt. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que on est dans une société qui est traversée par le racisme et qui fait que des gens sont rejetés et que parfois ils trouvent des solutions de défense, de se regrouper pour essayer de trouver des systèmes de solidarité, des systèmes de soutien, et en fait on va les pointer du doigt au lieu de pointer quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus systémique. Donc moi je trouve que le terme de oui, solidarité communautaire ça existe, mais c'est pas mal en fait, c'est pas une mauvaise chose. Et pour moi s'il y a un communautarisme en France, en vérité il est blanc. Les seules personnes qui arrivent à s'organiser pour exclure les autres des espaces de pouvoir, ce sont les personnes blanches. Il y a des endroits où les endroits vraiment qui ont une influence sur la société française, ils sont majoritairement masculins et blancs et bourgeois et hétérosexuels. Tu vois, quand on regarde qui sont les patrons du CAC 40, qui sont les gouvernants, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt interroger la société, mais dans ses structures de pouvoir. C'est intéressant ce que tu dis, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, tu me dis si le parallèle il est à côté de la plaque ou pas du tout, mais pendant les Jeux Olympiques là, de Paris, ce que j'ai constaté c'est que dès que certains ne voyaient pas que ce soit un chanteur, que ce soit un athlète, que ce soit un danseur, s'il n'était pas blanc, hétéro de prime abord et ressemblant à tout le monde, c'était du wokisme. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on fasse appel, en tout cas certaines personnes ne pouvaient pas imaginer qu'on fasse appel à des artistes non blancs, queer, LGBTQIA, etc., sans que ce soit un projet politique, alors que ce sont des gens qui existent, qui ont du talent et qui sont là pour leur talent. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on a eu une polémique pas possible quand Aya Nakamura a été annoncée parce qu'on considérait qu'elle était insuffisamment française, indigne de représenter la France, etc. Donc on a eu une polémique incroyable et disproportionnée. Pour autant, la cérémonie a été ouverte par une femme américaine, qui est Lady Gaga, et elle a été clôturée par une femme canadienne, qui est Céline Dion. Alors là, il n'y a aucun souci pour représenter la France. C'est vrai ce que tu dis. C'est deux femmes blanches. Et là, tout à coup, on ne s'interroge pas sur le fait que ces personnes ne sont pas françaises. Parce que, oui, elles appartiennent à un universel artistique qui est légitime. Mais pourquoi Aya Nakamura pose plus de questions que Céline Dion et Lady Gaga? Ou elle en a posé des questions 6 mois avant même. Exactement. Alors que Céline Dion, c'était merveilleux, c'était magnifique. Elle subit le racisme, Aya Nakamura? Bien sûr. Elle subit le fait qu'il y a des personnes qui sont incapables d'accepter que la France soit incarnée par des personnes non blanches. Il y a des gens qui... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de représentation. Tu vois, quand t'es blanc en France, tu vis dans ce confort d'être représenté bien. En tout cas, ta partie blanche est représentée. C'est pas une question que tu te poses de dire... Je vois personne qui me ressemble. Est-ce que j'existe? Tu vois, quand tu es enfant, tu finis par te dire est-ce que j'existe ou est-ce que je suis digne d'être représentée? Donc c'est un confort qui est challengé en fait. Quand on te dit en fait la personne qui va te représenter c'est Aya Nakamura. Tu te dis mais non, en fait certaines personnes, pas tout le monde évidemment, mais il y a des personnes que ça bouscule parce que ça les place dans une forme d'inconfort. Et donc je pense que oui, Aya Nakamura, clairement, ce qu'elle a subi, c'est pas du tout une question par rapport à sa légitimité ou ses qualités artistiques et ses compétences musicales. Parce que dans ce cas-là, on aurait eu un débat sur le fond. Non, c'était son lieu de naissance. Pour être militante anti-raciste, Rokhaya Diallo, est-ce qu'il faut forcément l'avoir connue? Non. Le racisme? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Après, il se trouve que la plupart des gens qui se mobilisent contre le racisme sont des gens qui l'ont vécu, qui l'ont expérimenté. Je pense que la lutte antiraciste doit être menée par les premiers concernés. C'est-à-dire que moi, je me considère comme étant une alliée des luttes LGBTQIA. Je ne vais pas mettre devant et décider pour les gens concernés de ce qu'il faut faire et ce qui est prioritaire. C'est normal. Donc moi, mon rôle en tant que personne peut-être complice plus qu'alliée, c'est d'écouter,
et d'écouter et d'entendre l'expérience qui est celle qui n'est pas la mienne. Puisque dans ce cas-là, moi, étant une femme hétérosexuelle, je suis plutôt en position de confort et de privilège. Donc pour la lutte antiraciste, évidemment, tout le monde peut être antiraciste. Je veux dire, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Destin commun, solidarité entre juifs et noirs aux États-Unis, qui raconte justement comment les juifs et les noirs se sont soutenus contre le racisme anti-noir et contre l'antisémitisme dans un contexte où, en fait, elles n'étaient pas forcément visées. Par exemple, quand dans les années 30, aux États-Unis, des juifs d'Europe ont fui l'Europe et le pour s'installer aux États-Unis, il y a énormément d'universités américaines qui les ont, donc notamment les professeurs, tu vois. Beaucoup d'universités américaines ont dit non, mais enfin voilà, on ne prend pas de juifs, quoi. Qui étaient, même des facs comme Harvard. Et bien, ce sont les universités noires qui les ont recrutés. Et inversement, quand il s'agit des droits civiques, il y a énormément de juifs qui sont impliqués pour défendre les noirs contre la ségrégation. Donc on n'a pas besoin d'être concerné, il suffit de faire preuve d'empathie, mais après, évidemment, on suit le lead des personnes qui connaissent mieux le sujet parce qu'elles le vivent dans leur chair. Qu'est-ce que c'est pour toi le syndrome du sauveur blanc? C'est le sentiment déjà qu'on est forcément attendu comme, par les personnes qui vivent le racisme, comme étant quelqu'un dont la contribution aura plus de valeur que celle des personnes concernées. Et c'est aussi le fait de ne pas écouter, de penser que depuis une position privilégiée, on a forcément la réponse aux problèmes des autres. Donc c'est quelque chose qu'on... Tu vois, il y a quelque chose un peu, je ne sais pas comment dire, de penser que les gens qui sont en position de domination, en position de détresse, forcément n'ont rien et qu'on a forcément quelque chose à leur apporter qui est de l'ordre de notre condition matérielle, tu vois. Je ne sais pas, par exemple, quand tu vois ces personnes qui vont, notamment en Afrique, faire de l'humanitaire et qui posent comme ça au milieu des enfants qui vivent dans des conditions d'un matériel différentes des nôtres et qui se mettent en scène au milieu de ça, moi je trouve que c'est déplacé. Parce que déjà, c'est une manière d'exploiter une certaine misère pour se mettre en valeur et de penser que sa présence, elle apporte mécaniquement quelque chose, tu vois. Je pense que quand tu veux aider des gens, en fait, tu te mets en retrait, tu fais preuve d'humilité, tu les écoutes. Et peut-être que ce que tu penses apporter n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Parce que toi, tu juges en fait leurs besoins à l'aune de tes habitudes culturelles et de ton propre confort. Donc le syndrome du sauveur blanc, c'est vraiment un manque d'humilité. Mais il n'est pas forcément... bien sûr qu'il est lié à la blanchité, à la condition blanche. Mais en fait, on peut avoir une position coloniale de sauveur en n'étant pas blanc. Je veux dire, à partir du moment où on est européen, comme moi je suis européenne, si je décide de me dire, OK, je vais m'installer en Afrique parce que je vais les aider, je vais les sauver, bon, en fait, non. Enfin, je veux dire, oui, j'ai des origines sénégalaises, donc je connais des choses de la culture sénégalaise, mais je ne vis pas là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont 1000 fois plus compétents que moi pour savoir ce dont ils ont besoin et comment mener, faire en sorte que leur quotidien s'améliore. Tu vois ce que je veux dire? C'est le manque d'humilité. Quand tu parles de personnes qui vont en Afrique, qui vont poser, est-ce que tu penses par exemple à l'influenceur Dylan Thierry? Franchement, il m'insupporte. Vraiment, je trouve qu'il y a une forme de condescendance et de, tu sais, peut-être même d'objectification en fait, des personnes qui sont... Ce sont des individus qui méritent une attention individuelle et ce n'est pas un groupe comme ça de personnes indifférenciées. Derrière chaque personne qui est prise en photo, qui est prise en vidéo, il y a un destin, il y a une personne qui a énormément de choses à raconter, à proposer. Et moi, je trouve que ce qu'il montre, cette manière de se mettre en scène, en plus, moi je suis musulmane, tu vois, donc je suis assez sensible à la manière dont les musulmans... Tu vois, nous, en tant que musulmans, on a l'obligation de faire œuvre de... Comment on appelle ça? De faire l'aumône. En fait, tu vois, donc de partager en tout cas nos biens avec des personnes qui sont moins favorisées. Bon, c'est quelque chose que tu fais discrètement, en fait. Enfin, tu ne le montres pas à toute la terre. Enfin, je trouve que c'est comme si on utilisait les personnes comme des propres pour améliorer son image. Et donc, quand je dis qu'il m'insupporte, lui, je ne le connais pas et ça ne m'intéresse pas spécialement par rapport à lui. Mais moi, cette image-là, elle me violente parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont... mais qui ne savent même pas, en fait, qui sont filmés comme ça, qui vivent à des milliers de kilomètres de chez nous et qui se retrouvent vus par des millions de personnes comme si leur individualité n'avait pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ces gens-là, ce sont des personnes, ils ont le droit à l'intimité. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le droit d'être protégés, ils ont le droit à la vie privée, ils ont le droit de ne pas figurer dans des stories et d'accepter, de choisir d'être vus ou non. Et puis, enfin, voilà, donc moi, ça me met très mal à l'aise. Ça me met très, très mal à l'aise et je pense qu'on devrait vraiment faire attention à ne pas exploiter l'image des gens comme si c'était une ressource qui nous donnait, qui nous apportait des likes. C'est pas ça, en fait. Quand tu veux aider les gens, tu les aides pas à ton profit. J'aimerais te parler un petit peu des dernières
élections législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et la montée en flèche de l'extrême droite, parce que je crois qu'il y a eu près de 11 millions quand même de partisans qui ont voté pour le Rassemblement national. Voter pour le Rassemblement national, est-ce que ça veut dire être raciste? Tu sais, la question, c'est pas tant d'être raciste que de commettre les actes racistes, que d'être motivé par des idées racistes. Tu vois, moi, ce que je trouve dérangeant quand on dit t'es raciste, c'est comme si tu avais une tare qui était intrinsèque à ta personne. Alors que, en fait, moi, ça m'intéresse pas de juger les gens en tant que, tu vois, de juger leurs caractéristiques morales. Tu peux être une personne très très bien, sous tout rapport, être une personne même de gauche, et un jour dire un truc raciste. Est-ce que ça fait de toi un raciste? Non. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître ce que tu fais, ce que tu dis, l'offense que tu peux commettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense que les électeurs du RN, sans les qualifier individuellement et moralement, qui sont sensibles à des idées racistes, oui. Et que beaucoup d'entre eux sont motivés par des idées racistes. Est-ce que ça fait de racistes? Définitivement, pas nécessairement, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le programme du Rassemblement national est un programme raciste. Et que, à minima, si tu soutiens ce programme, c'est que tu es indifférent aux conséquences que ça va avoir sur des personnes qui peuvent subir les conséquences d'un programme raciste. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai plutôt envie de les qualifier, c'est de leur dire, prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous voulez vraiment voter pour des gens qui excluent des personnes du fait de leurs origines, du fait de leurs pratiques religieuses, du fait de leur statut administratif? Est-ce que c'est ça qui va vous apporter vraiment de meilleures conditions de vie? Donc voilà, il y a un sociologue qui a quand même, qui s'appelle Félicien Faury, si je ne m'abuse, qui a travaillé sur l'électorat du RN, et dans ses études, il prouve quand même que le racisme reste un outil de mobilisation extrêmement fort de l'électorat du Rassemblement national. Et on a vu parmi les candidats quand même qu'il y avait énormément de personnes. Enfin, il y en a une qui portait une casquette pour s'amuser. Enfin, d'autres, une qui a dit que pour les Arabes, les cartes d'identité, c'est un morceau de chiffon. Bon, c'est des propos qu'on n'entend pas quand même pas beaucoup ailleurs dans l'échiquier politique. Quand on creuse parmi les candidats du RN, les gens qui sont devenus députés, il y en a énormément. Comment t'expliques justement cette montée du Rassemblement national en 2024 ? Je pense que c'est toujours facile en fait de trouver un bouc émissaire quand tu es en détresse. C'est-à-dire que si tu n'es pas bien, que tu as des difficultés économiques, sachant qu'on est quand même dans un monde où les riches deviennent de plus en plus riches, en fait, au lieu de te tourner vers les personnes qui s'enrichissent, quand des groupes s'enrichissent, c'est que d'autres s'appauvrissent. Je veux dire, l'argent ne se multiplie pas à l'infini. Donc, au lieu de se dire, peut-être qu'on devrait réfléchir à un partage plus équitable des richesses, non, on va se tourner vers ceux qui ont encore moins que nous, qui sont dans des conditions de vie encore plus difficiles, et on va se dire, c'est de leur faute. Et c'est là-dessus que surfe le RN. C'est le fait qu'il y a énormément de Français qui ont l'impression qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, malgré le fait qu'ils travaillent. C'est un peu ce qui a mobilisé les Gilets jaunes. C'est vrai que quand tu travailles à plein temps et que, par exemple, tu es obligé de vivre dans une voiture parce que tu n'as pas les moyens de payer un loyer, c'est révoltant. Mais ce qui est révoltant, c'est de te dire qu'en même temps que toi, tu as un salaire qui ne te permet plus de vivre, il y a des personnes qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Et peut-être que moralement, on devrait s'engager à vivre dans une société où on se dit que la base, c'est le partage. Et que c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui aient des sommes qu'ils ne pourront jamais dépenser de leur vivant, alors que d'autres n'ont pas les moyens de se nourrir correctement, d'avoir un toit sur leur tête. Et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment de la manipulation, parce qu'on va chercher en fait ce ressentiment pour le mobiliser contre les étrangers, contre les Français qui sont d'origine étrangère, et c'est une très très mauvaise direction. Mais même le ressentiment, c'est pas un levier productif. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment essayer de chercher la solidarité. Pourquoi les députés, souvent de l'extrême droite, j'ai remarqué qu'ils s'indignent très facilement, très spontanément quand on qualifie leur parti d'extrême droite? Parce que l'extrême droite, en France, la dernière fois qu'elle était au pouvoir, c'était pendant l'occupation et pendant la collaboration avec... Oui, mais pourtant, eux ne se gênent pas de qualifier LFI d'extrême gauche. Oui, or, le Conseil d'État n'a jamais qualifié, il me semble, LFI d'extrême gauche. En fait, le Conseil d'État reconnaît que la qualification d'extrême droite du Rassemblement national n'est pas... que le ministère de l'Intérieur, en qualifiant l'extrême droite le RN d'extrême droite, n'outrepasse pas ses fonctions. Voilà. Après, moi, je trouve que même faire le parallèle entre l'extrême droite et l'extrême gauche, ça ne correspond pas. On a eu des communistes au pouvoir en France, dans différents gouvernements, donc c'est une gauche, en tout cas très à gauche. Ce que proposaient les communistes, c'était une forme de justice sociale. Tu vois, en France en tout cas. Après, c'est vrai qu'il y a des régimes communistes qui étaient absolument atroces et on ne va pas revenir dessus. Mais dans le contexte français, l'extrême droite, ça a été l'extrême droite
le Rassemblement national est issu du Front national qui a été créé par Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est une personne qui s'est engagée volontairement dans la guerre en Algérie contre les Algériens et qui a participé à des actes de torture. Ça a été prouvé et documenté par des historiens algériens, mais aussi par un historien français qui s'appelle Fabrice Rissé-Puty, qui documente clairement. Il y a une personne dont le père a été torturé par Jean-Marie Le Pen qui a trouvé sur les lieux de la torture un couteau qui appartenait aux jeunesses que Jean-Marie Le Pen avait laissé tomber là-bas. Donc Jean-Marie Le Pen s'est ensuite associé à des nostalgiques des anciens SS pour former le Front National. Donc ce parti, clairement, a des origines coloniales et des origines... Donc après, on peut raconter tout ce qu'on veut, c'est factuel, c'est historique. Et cet héritage colonial n'a jamais été renié par Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où elle s'est distanciée de ce qu'avait fait son père contre les Algériens. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle a eu une parole publique, dans l'espace public, pour s'indigner. Exactement. Au contraire, c'est nié par sa petite fille Marion Maréchal. Et il n'y a aucun propos, ni de Jordan Bardella, ni de Marine Le Pen, qui dit quoi que ce soit sur ce sujet. Alors que c'était quelqu'un qui n'était pas obligé de faire la guerre, Jean-Marie Le Pen. Il a voulu faire la guerre parce qu'il voulait promouvoir la colonisation. C'est très grave en termes de droits humains. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Donc non, c'est un parti qui a des racines idéologiques qui sont dans l'extrême droite et qui aujourd'hui défend les idées de l'extrême droite. Si vous regardez au niveau européen, qui sont les alliés du Rassemblement national? Ce sont des fascistes. Viktor Orban, en Hongrie, c'est un homme d'extrême droite. C'est un homme qui, quand il a été élu, a entravé le pouvoir de la liberté de la presse, qui a engagé un programme extrêmement virulent à l'égard des Roms, explicitement raciste, qui tient des propos antisémites. Et quand vous regardez les alliés européens du Rassemblement national, ce sont des gens qui sont explicitement d'extrême droite. Donc, ils ont réussi à maquiller leur parti en France. Voilà, à l'Assemblée nationale, ils portent des cravates, ils s'expriment de manière extrêmement polie, etc., etc. Mais quand on gratte un peu, on voit très bien ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il est trop tôt, Rokhaya, pour te demander ce qui va se passer selon toi en 2027 ? Je pense qu'il est tôt parce que si tu m'avais posé la question il y a 6 mois, j'aurais jamais pu imaginer qu'il y aurait une dissolution de l'Assemblée nationale au mois de juin. Et il y a peu de temps, pourtant, Édouard Philippe a annoncé sa candidature officielle à la Absolument. présidence. Je pense que Édouard Philippe a annoncé sa candidature. Je pense que Gabriel Attal, dans son discours de sortie, a annoncé en tout cas une ligne politique qui serait la sienne et que, à mon avis, il a des ambitions politiques pour 2027. Donc Gabriel Attal se présentera, selon toi, au présidentiel 2027 ? C'est assez probable. En tout cas, dans ce qu'il a dit en sortant de son cabinet de Premier ministre à Matignon, sur le perron, je pense qu'il avait envie d'annoncer quelque chose de cet ordre-là. Après, il peut se passer énormément de choses. Et puis, je pense que c'est un peu défaitiste que tout le temps... on entend beaucoup dire, oui, l'extrême droite va passer, etc., etc. On était convaincus qu'elle passerait pour les législatives. On voit bien qu'en s'organisant et en se mobilisant, on peut la stopper. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une grande force. Qu'il faut vraiment... il y a eu 3 semaines où les gens sont mobilisés à fond pour faire front contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, mais que cette force-là, il faut vraiment la maintenir parce qu'il ne faut pas être découragé, y compris par les choix politiques qui sont ceux d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de ne pas tenir compte nécessairement de la sensibilité politique qui s'est manifestée majoritairement pendant les législatives. Donc, ce qui va se passer dans 3 ans, ce que j'espère qui va se passer, c'est que la mobilisation à gauche va perdurer et qu'on va vraiment réussir à faire émerger aussi des jeunes voix de gauche progressistes. Et tu vois, les Français sont très, très divisés aujourd'hui, ils sont extrêmement... dans une forme de ressentiment hallucinant. Enfin, moi, je vois sur mes réseaux sociaux, ça fait longtemps que je suis sur différents réseaux, j'ai jamais été autant attaquée, insultée qu'en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je fais une sortie publique sans que de nombreuses personnes, en tout cas, réagissent de manière extrêmement virulente. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution pour se parler, parce qu'on vit tous dans le même pays. Et à un moment donné, on est censé avancer tous ensemble. Tu as même porté plainte en diffamation il y a quelques années. Ouais. Alors ça a été très long parce que le rendu de justice, il a eu lieu il y a quelques mois, au mois de mars. Exactement. Si je ne me trompe pas. D'ailleurs, au mois de mai, la personne que tu as attaquée en diffamation était déboutée. Ouais, elle a été relaxée. Elle a été relaxée. Elle a été relaxée. Alors, les faits reprochés que tu reprochais étaient quand même gravissimes parce que cette personne-là t'imputait quelque part une responsabilité dans les attaques de Charlie Hebdo. Voilà. C'est ça, si tu peux nous recontextualiser un petit peu. Je vais donner le contexte. Donc, j'ai signé un texte en 2011 qui était assez virulent à l'égard de Charlie Hebdo. On était une vingtaine de signataires, mais c'était en 2011, 4 ans avant les attaques. Un texte en plus qui n'a eu aucune circulation, qui était assez critique de Charlie Hebdo, de sa ligne éditoriale, tu vois. Après, effectivement, que Charlie Hebdo était attaqué dans un attentat qui avait eu lieu la nuit. Nous, ce qu'on critiquait, c'était de dire, bon, bah oui, effectivement...
Quand des camps de Roms sont attaqués, le ministre de l'Intérieur qui aujourd'hui est vent debout pour soutenir Charlie Hebdo, bah, il n'en a rien à faire de voir qu'il y a des Roms qui sont attaqués en ce moment et qui sont tués. Je veux dire, là, il y a des attentats racistes contre des populations roms, il n'y avait pas de sujet. Donc nous, on voulait aussi dénoncer ce deux poids, deux mesures. Quelques années plus tard, l'attentat a lieu et tout à coup, je me retrouve accusée par des gens d'avoir contribué intellectuellement aux attentats et d'avoir motivé les frères Kouachi d'avoir commis un attentat atroce. Déjà, comment tu l'as accueilli, ça? J'étais hyper choquée. Enfin, moi, en fait, pour te dire la vérité, le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, c'était avant même qu'on ressorte ce texte. J'étais à la radio et j'entends quelqu'un, un des chroniqueurs qui était avec moi dans une émission où j'étais depuis 7 ans, 6 ans. Il dit oui, les musulmans aujourd'hui doivent se désolidariser des attentats. Et je dis mais en fait non. Enfin, les musulmans, si vous dites qu'ils doivent se désolidariser, ça veut dire que vous pensez qu'a priori ils sont solidaires et qu'ils ont besoin de dire qu'ils n'ont rien à voir. Et je trouve ça hyper choquant. Vous leur demandez une justification. Exactement, par rapport à sachant que les premières victimes de l'islamisme au monde sont les musulmans. Je dis non. Et donc le mec dit si, ils doivent prouver qu'ils sont contre le terrorisme. Et donc l'animateur qui était Marc-Olivier Fogiel rappelle que je suis musulmane. Il dit mais comment vous le vivez? Et en fait j'ai fondu en larmes. J'étais hyper choquée. Je me suis dit si moi, dans une radio comme RTL, je peux me faire accuser d'être solidaire des attentats devant tout le monde comme ça, j'imagine même pas ce que ça va être pour des millions de mes concitoyens. Et donc par la suite, donc cet homme... Tu avais accusé d'avoir armé le bras. D'avoir entraîné la mort des 12 de Charlie Hebdo et d'avoir armé le bras des terroristes. Et il avait aussi ajouté, votre statut de femme musulmane et noire vous permet de dire un certain nombre de choses. Je pense à ce que vous avez dit en 2011 sur ce journal et qui a entraîné la mort des journalistes de Charlie Hebdo. Voilà, donc après avoir rappelé que j'étais noire et musulmane, il a dit que j'avais entraîné la mort des 12 de Charlie, que j'avais armé le bras des terroristes. Donc moi j'ai trouvé ça scandaleux. Je trouve que c'est vraiment en plus me mettre en danger que de dire ça publiquement. Et puis c'est faux. Enfin je veux dire, je pense que tu sais c'est comme une stratégie pour me disqualifier, pour essayer de jeter le trouble sur les gens qui me regardent. Parce que moi lors du procès j'ai demandé à un spécialiste du djihad qui s'appelle El Yamin Setoul de venir témoigner. Il y a aussi Nicolas Hénin qui a témoigné en disant que pour des personnes qui sont en fait je suis exactement le genre de musulmane problématique dans le sens où, tu vois, je suis féministe, je soutiens les droits des minorités de manière générale et l'insertion dans une société occidentale. Et pour les gens qui soutiennent en fait ce que défendent, c'est le contraire. En fait, tu as voulu montrer qu'il y avait un gap, quoi. C'était d'imaginer que... C'était une antithèse. Exactement. Et il disait qu'en fait, ils ne s'amusent pas à lire des textes sur des sites signés notamment en plus par des femmes, généralement, ils sont radicalisés de visu. Donc de penser que les frères Kouachi ont lu mon texte et se sont dit tiens, on va commettre un attentat, c'est invraisemblable et c'est d'une très grande violence. Donc, ah oui. Et pourtant, il a été relaxé. Il a été relaxé parce que le procureur a estimé que l'écrivain n'avait pas franchi les limites de la liberté d'expression dans un débat d'intérêt public. Est-ce que c'est cette histoire justement d'environnement, de contexte qui a justifié cette phrase-là? Est-ce que c'est parce que débat d'intérêt public? Si ça avait été dans la rue, est-ce que tu penses qu'il aurait été condamné? Si ça avait été sur tes réseaux sociaux, est-ce qu'il aurait été condamné? Quand il dit ça, c'est qu'en fait, comme on est tous les deux des personnalités publiques, c'est un débat qui est d'intérêt public. Et que donc, ce n'est pas une opinion qu'il a exprimée, mais qu'il a vraiment... En fait, en tout cas, c'est pas une injure ni une diffamation, mais qu'il a vraiment participé au débat public parce que nous sommes des personnes publiques. Alors, j'ai fait appel, et je ne vais pas en rester là. Donc c'est encore en cours? C'est encore en cours, okay. Voilà. Donc la relaxe n'est pas définitive. Mais moi, je trouve... Tu sais, en plus, c'est pas comme si on était de nombreuses personnalités publiques, enfin, tu vois, musulmanes. On n'est pas beaucoup. Donc tu sais, quand les rares personnes musulmanes qui prennent la parole publiquement et qui sont aussi explicitement hostiles à l'islamophobie sont accusées de nourrir les attentats et d'armer les... Tu vois ce que tu fais, en fait? C'est que tu fais en sorte... D'invisibiliser. Exactement, et de décourager. C'est-à-dire qu'à partir du moment... en fait, si dès que tu es musulman et que tu es contre l'islamophobie, on te dit que tu es un suppôt du terrorisme, à la fin, il ne reste plus personne pour prendre la parole. Non, mais tu as complètement raison. C'est pour te discréditer. Typiquement, il y a peut-être des jeunes qui se seront dit « Ah tiens, j'ai envie de faire le métier, de faire ce qu'elle fait Rokhaya, mais est-ce que j'aurai les épaules de supporter tout ça ?» Exactement, parce qu'en fait, c'est ça. Je pense qu'il sait très très bien que je n'ai rien à voir avec ces attentats. Mais il veut semer le trouble et, d'une certaine manière, faire en sorte que mon influence diminue. On se dit « Ah, cette meuf, je l'ai vue, on l'a accusée d'un truc pas clair. Je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment que son discours soit audible, tu vois. » Donc moi, j'ai décidé de me défendre. Après, je sais que, clairement, enfin, voilà, la procureure était pas favorable. J'étais dans une cour qui n'était pas favorable. Donc j'ai conscience aussi du fait que la justice est aussi traversée par les différentes croyances sociales, mais je vais vraiment utiliser mes droits jusqu'au bout.
J'aimerais te montrer une photo, Rokhaya, et je pense Ok. que tu sais à laquelle je fais référence, parce qu'elle t'a valu énormément. Pareil, tu parlais de commentaires, d'attaques sur les réseaux sociaux, peut-être que ça vient aussi de là, regarde. Ah Oui, en fait, j'étais voilà, je suis éditorialiste sur BFM et le soir où j'étais en plateau, on recevait Manuel Bompard, qui est au milieu de la photo, donc qui est un des responsables de la France Insoumise et il fait partie du NFP. Et donc ça, c'était la photo du NFP. Je lui ai Du dit, NFP. Ouais. Voilà. Et je lui ai dit, écoutez, ce qui se passe toujours lors des élections, c'est qu'on mobilise beaucoup les quartiers populaires, où il y a énormément de personnes non blanches, et ces personnes, généralement, elles soutiennent la gauche, elles vont voter. Et je lui ai dit, c'est vrai, quand on voit la photo, moi, quand j'ai vu cette photo, en fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait une super représentation, et elle m'a éblouie. On regarde l'extrait, Ok. justement. Quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front populaire, on ne peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, La c'est photo une m'a approche- ébloui. Il y avait trop de je- blancs je- sur la je peux photo. répondre à Mariano. Non, il n'y avait pas de personnes non Il y blanches. avait trop de blancs. Il y Ah, il y avait avait pas. pas de Ah, blancs. c'est une nuance intéressante. Charles Cossini. Bah oui, c'est Non intéressant. mais vous Charles imaginez Cossini. quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo? C'est du racisme ce que vous faites. Oh, pauvre petit Bah chou. oui, c'est ça. Mon Bah oui, Charles c'est du Cossini racisme. est victime de Absolument, blanc. Oh là là, je suis sûre que de la votre part vie de est Madame Diallo. absolument torturée par le petit blanc et que vous avez perdu Quand plein j'entends, d'opportunités. oui, parce ça que me vous choque avez un peu. Charles et Quand parce que vous j'entends êtes blanc. qu'une photo, Vous êtes choqué parce qu'on dit quand qu'il y a j'entends beaucoup qu'une de blancs. photo, Rokhaya, m'a laissez-le ébloui. répondre, laissez-le Excusez-moi, répondre. mais j'ai c'est pas un terminé, langage, il m'a c'est un interrompu. langage racialiste. Pauvre Charles Consigny. Oui, alors par la suite, il y a de nombreux médias qui ont qualifié tes propos de racistes. Comment tu l'as vécu, cette séquence? Non mais moi franchement j'étais outrée parce que la question s'adressait à Manuel Bompard, il était d'accord avec mon observation, j'ai dit que j'étais éblouie, moi franchement je trouve ça marrant, je trouve que c'était une bonne punchline, donc ça n'a pas fait rire, mais la vérité c'est que il y a quand même un décalage entre ce qu'est la France et cette photo, ça n'a rien à voir. Et donc moi ça m'interroge, en tant que citoyenne ça m'interroge. Alors après j'ai pris un torrent. Mais c'était incroyable. J'ai coupé Twitter pendant 2 jours parce que j'arrivais même plus à suivre en fait tellement les gens se sont indignés. Le racisme, en fait, il faut vraiment que j'explique aux gens qui me qualifient de raciste. Le racisme, c'est un système de domination. C'est un régime de pouvoir. Les personnes blanches en France ne sont pas désavantagées par le fait qu'elles sont blanches. Donc si on regarde une photo et on note que cette photo ne reflète pas la France telle qu'elle est et que les personnes non blanches sont sous-représentées, alors même que beaucoup d'entre elles sont mobilisées en faveur de la gauche, on fait que pointer du doigt un privilège qui est celui des personnes blanches. Et donc, ce n'est pas du racisme. Il n'y a rien de raciste. Il n'y a aucun blanc qui a perdu quoi que ce soit dans le fait que il n'y a rien d'affamant. Ce n'est pas humiliant. Personne n'a été lésé par mes propos. C'est juste une observation factuelle. Donc, il y a vraiment un problème de compréhension de ce qu'est le racisme. Le racisme, c'est un désavantage, c'est la perte d'une opportunité. Donc quand on est blanc en France, on n'est pas discriminé à l'emploi, parce qu'on est blanc. On peut être discriminé parce qu'on est handicapé, parce qu'on est homosexuel, parce que, voilà, tout en étant blanc. Mais le fait d'être blanc, ça ne nous prive de rien dans ce pays. Et après, je ne veux pas dire qu'il y a des personnes blanches qui se font agresser, hein, ça existe. Mais c'est pas une comment dire, c'est pas une idéologie dominante. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des individus qui vont s'en prendre à d'autres individus, mais c'est pas quelque chose qui est d'ordre structurel. Mais est-ce que c'est pas parce que c'était très factuel la réflexion construite que tu faisais et argumentée que tu faisais à Emmanuel Bompard, justement que ça suscite cette réaction en cascade derrière? Parce que même lui, j'ai l'impression que c'est la première fois, quelque part, qu'il entend ça et que quelqu'un lui dit « Ok, super, d'accord, LFI, NFP, la gauche, vous mobilisez les quartiers, vous mobilisez la diversité pour venir voter pour vous, mais je ne vois pas la diversité sur cette photo. » C'est ça, quelque part, que tu Mais veux dire. complètement. Et puis, c'est pas nouveau, ça existe depuis, ça arrive depuis longtemps de manière récurrente. Et en fait, tu sais, souvent, quand on parle de questions raciales, on parle des minorités. On parle des non-blancs, on parle des noirs, des asiatiques, des arabes, etc. On parle jamais des blancs. Et donc, les personnes blanches sont très peu habituées à être désignées comme blanches. Et je pense que, tu vois, la personne qui a réagi, tu vois que c'était épidermique. C'est-à-dire que, pour moi, il a pété un câble. Charles Consigny. Tu vois, voilà, il a complètement pété un câble. Parce que, en fait, je pense que ça lui a fait mal, en fait. Parce que je pense que c'est une personne qui n'est pas habituée à se voir comme blanc. Quand tu es blanc, tu appartiens tellement à la norme dominante que tu te considères comme rien, en fait. T'es juste, tu vois, les autres sont noirs, sont arabes, sont asiatiques, mais moi, je suis rien. Je suis juste une personne sans identité raciale.
Et donc, le fait de le pointer du doigt et de dire que, bah, effectivement, je l'ai vu et ça m'a ébloui, ça l'a choqué, en fait. Et parce que, et ça a choqué plein de monde dans la même situation, parce que pour eux, c'est hyper inconfortable. Tu vois ce que je veux dire, d'être ramenés à leurs conditions. Et qu'on leur rappelle, en fait, que, bah oui, blanc, c'est aussi une appartenance raciale, au même titre que le reste. Nous, on est super habitués à être désignés du fait de notre appartenance raciale, parce que ça nous coûte. Et on est obligé même d'anticiper. Mais quand t'es blanc, en fait, t'as pas besoin de penser tout le temps au fait que t'es blanc, parce que ça te coûte rien, socialement. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand quelqu'un te le rappelle et que cette personne en plus est une femme noire, c'est hyper dur et hyper violent. Et là, vraiment, bah, c'est cette fragilité qu'il a exprimée et j'ai vu qu'il n'en pouvait plus, quoi. Enfin, c'est... Ouais. T'as dû ou est-ce que tu dois, toi, plus prouver ou à un moment donné au cours de ta vie, parce que t'es une femme journaliste noire, parce qu'on te dit que t'es une femme journaliste noire? Bah, ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup moins droit à l'erreur que n'importe qui. C'est-à-dire que, tu vois, ce texte, par exemple, dont je te parlais tout à l'heure, que j'ai signé contre Charlie Hebdo, il a été signé à un moment où Guy Bedos, paix à son âme, a dit de Charlie Hebdo qu'il crève. Tu vois ce que je veux dire? On ne lui a pas reproché. Moi, ce truc-là, je sais que ça me suivra toute ma vie. Et donc, la moindre erreur d'appréciation que tu fais, tu la payes au centuple. C'est une lourde responsabilité quand même. Bah, c'est plus compliqué. Et ouais. je sais que je suis plus vigilante, je suis très très vigilante à ce que je dis, à ce que j'écris, parce que je sais que tout peut m'être opposé. Et qu'en plus, tu sais, quand tu appartiens à un groupe minoritaire, en fait... comment dire, on attribue tes fautes à tout ton groupe. Tu vois, c'est tout à coup, quand tu fais un truc, c'est « Ah bah ouais, de toute façon, les Noirs, etc. etc. » Donc, tu as une responsabilité évidemment plus grande et oui, tu dois vraiment faire preuve d'une plus grande vigilance parce que tu sais que tu es plus surveillé que les autres. Et que donc, si tu bafoues, si tu connais pas bien tes dossiers, etc., on te fera moins de cadeaux. Et je pense que il y a énormément de gens qui arrivent beaucoup plus détendus que moi sur les plateaux, en tout cas avec moins de stress par rapport au fait de savoir tout par A plus B, parce qu'ils savent qu'on leur pardonnera plus de choses. Et que, tu vois ce que je veux dire, c'est que même physiquement, il y a des physiques qui font autorité. Quand tu arrives sur un plateau et que tu es un vieil homme blanc, par défaut, on t'attribue le savoir, la compétence et l'autorité. Mon physique n'est pas associé à l'autorité, à la crédibilité, à l'intelligence et à la connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je dois faire des preuves, en fait. Et que les gens, a priori, me prêtent moins d'intelligence, moins de... Tu vois? Et donc oui, c'est... Après, moi, je le vis... Bon, bah, j'ai conscience du monde dans lequel je vis, mais je sais que je dois travailler beaucoup plus que d'autres pour... Tu vois? Et pour te donner un exemple, je vois le nombre... Tu vois, quand tu m'as qualifiée au début... Tu as dit que j'étais journaliste, éditorialiste, enfin, tout ce que je faisais. Quand les papiers, les différents papiers de droite ont reporté donc le procès de cet homme qui m'a qualifié de terroriste, donc qui est philosophe, moi je dis plutôt que c'est un doctrinaire qu'un philosophe, mais bon, il est philosophe, et ben c'était le philosophe et la militante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Comme s'il ne voulait pas reconnaître, comme certains médias ne voulaient pas reconnaître tes casquettes. Exactement. Et c'est systématique. Dès que la presse, comme ça, une presse de droite, c'est la militante. J'ai même lu qui se prétend journaliste. Je travaille pour un journal qui s'appelle le Guardian et je travaille pour un autre journal qui s'appelle le Washington Post. Ce sont deux des plus grands médias du monde. Alors, vous m'aimez ou vous m'aimez pas, vous n'aimez pas ce que j'écris, vous pouvez discréditer le propos, mais de fait, je suis salariée de ces deux médias. Donc, tu vois, et il y a vraiment ce truc systématiquement de dire la militante et de ne pas dire tout ce que je fais d'autre. J'ai réalisé 8 documentaires, j'ai écrit 10 livres, j'enseigne dans une université américaine, je travaille pour 2 grands médias, mais tout ça est systématiquement invisibilisé. Et tu as des gens qui sont moins, je dis ça vraiment en toute humilité, mais parfois qui sont moins qualifiés que moi, qui ont dans un même papier des meilleurs qualificatifs, en tout cas des qualificatifs plus exacts de leurs occupations professionnelles que moi. Et c'est vraiment, c'est stupéfiant. Alors, tu parlais des conséquences, tu disais que tu avais coupé les réseaux sociaux pendant un certain nombre de jours au vu de certaines vagues que tu te prenais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des experts de l'ONU qui s'étaient inquiétés de ton cas, de ce qui t'arrivait, lié à ton travail. Ils ont dit légitime en faveur des droits de l'homme parce que tu subis beaucoup d'acharnement, beaucoup de harcèlement. Est-ce qu'il y a des moments où en fait, bah, tu n'es pas forte comme ça, comme tu le montres là, où tu craques, quoi? Oui, bah, je t'ai parlé de ce jour de la Charlie Hebdo où je me suis complètement... j'étais hyper choquée, donc j'ai vraiment fondu en larmes en direct. Et puis après, je ne te cache pas qu'il y a plusieurs moments dans ma carrière où j'ai songé à quitter la France, en me disant, je me sens vraiment pas bienvenue dans mon propre pays, je me sens...
oui, pointée du doigt, je me sens surveillée, attaquée de manière vraiment injuste, et puis pas reconnue dans ce que je fais véritablement. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un lise un de mes bouquins et le critique pour ce qu'il est, tu vois, ou regarde mes films en disant c'est mal réalisé. Enfin, si c'est à supposer que ce soit mal réalisé, ce que je ne pense pas. Mais que quelqu'un, en tout cas, ait des critiques qui soient fondées sur la vérité de mon travail et pas sur ma personne. Mais oui, il y a plein de fois où ouais, je suis pas bien. Alors moi, ma grande chance, c'est que je suis régulièrement à l'extérieur de la France, donc ça me permet moi de prendre du recul, de prendre de la distance et de respirer. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est dur, quoi. Tu vois, ouais, quand t'es cyber, en fait. Et puis tu vois, en fait, je sais pas comment te dire, c'est tellement une image déformée de toi que c'est hyper choquant. C'est vraiment, tu te dis, mais c'est pas du tout moi. Mais critiquez-moi pour les bonnes raisons. Il y a plein de raisons de me critiquer, mais là, c'est mensonger, en fait. Et ça arrive régulièrement, et c'est vrai que je me pose régulièrement la question de rester ou pas en France. Hein. C'est une question qui est... ouais, qui ne part pas, qui revient régulièrement. J'ai posé cette question-là également à Rima Hassan lors de notre entretien. J'aimerais te montrer l'extrait. Je te pose ma question juste après. Sur les réseaux sociaux, non mais t'es la cible, t'es une cible pour beaucoup. Je me demande comment tu le vis, voilà, au quotidien. Comment le vit Rima Hassan, la citoyenne, et non pas peut-être la future députée. Mais je savais qu'en m'engageant politiquement sur ces élections européennes, j'allais être une cible, une double cible. Je le vis avec, encore une fois, beaucoup de combativité. Je pense que je me suis vraiment préparée mentalement avant de rentrer en campagne. Je savais que j'allais être très exposée. Après, sur le plan personnel, je suis bien sûr humaine. Et il y a des moments où on est tenté un peu d'être découragé parce qu'il y a des moments où je craque, il y a des moments où c'est trop d'humiliation aussi. Enfin, je ne suis pas surhumaine, quoi. Il y a un moment où, effectivement, si on nous dit tous les jours des choses très négatives, il y a un moment où, effectivement, ça peut nous atteindre. Évidemment, ça me parle et ça dit... tu sais, il y avait une étude de Amnesty International qui était parue en 2017 sur les femmes politiques et journalistes sur les réseaux sociaux. Et donc, elle disait que les femmes, évidemment, étaient plus harcelées que les hommes, que les femmes non blanches étaient 34% plus harcelées et que les femmes noires, 84%. Donc, que ce soit Rima ou moi, indépendamment de ce qu'on dit, ce qu'on est déjà est insupportable pour plein de personnes. Et le fait d'être des femmes qui s'expriment avec une certaine forme d'assurance, c'est trop en fait. Et quoi qu'on dise, il y a des gens qui ne supportent pas notre existence, notre port de tête. Enfin, tu vois, vraiment le fait de venir et d'être sûr de ce qu'on dit et de se sentir parfaitement légitime, je comprends j'imagine très très bien la souffrance que ça peut provoquer parce que c'est dur en fait. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'espace public. J'ai été une des premières à faire condamner une personne pour insulte, appel au viol en 2014. Tu vois, donc une personne qui avait lancé un appel au viol contre moi sur Twitter à l'époque. Ça fait très très longtemps en fait que je suis exposée à ça. Après, moi, je me protège en me disant que ces gens ne me connaissent pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je suis très attentive et attachée à ce que les gens que j'aime et que je connais pensent de moi. Mais en fait, des gens qui me connaissent pas, en fait, projettent des choses sur moi. Et ils s'en prennent davantage à un personnage qu'à moi-même. Ils savent rien de moi. Ils savent pas qui je suis, comment je suis au quotidien, etc. Donc le fait de me dire que c'est ce que j'incarne pour eux qui les indispose plus que ma propre personne et mes valeurs intrinsèques en tant qu'individu. Tu es obligé de cultiver un certain détachement. Exactement. Tu dis, bah, c'est pas moi le sujet, en fait, c'est eux. C'est eux qui ont un souci, tu vois. Et puis, en même temps, tu as envie de dire, bon, bah, franchement, si tu as du temps de commenter... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont trop de temps libre dans ce pays. Enfin, je veux dire, moi, quand je vois ça, je me dis... ça me fait un peu de peine. Je me dis, moi, j'ai quand même... voilà, je suis contente d'avoir une vie de loisirs et tout remplie. Et j'aimerais bien que ces personnes trouvent de quoi s'occuper de manière plus constructive. Un dernier sujet, avant de clôturer cette interview, Rokhaya Diallo. Je veux te consulter sur ce sujet-là parce que c'est un sujet dont tu parles régulièrement. C'est l'afro. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société, elle a évolué par rapport à l'afro, ou c'est vrai qu'on est dans une société où le cheveu africain a été pointé du doigt comme pas assez sophistiqué, pas assez bien coiffé. On en a eu des exemples de personnes qui sont recalées de leur travail, rentrent chez toi, fais une coiffure décente. Mais est-ce que ça a évolué ? Ça a évolué. Il y a une loi qui a été, une proposition de loi qui a été avancée l'année dernière par le député Olivier Servat
contre la discrimination capillaire et qui est partie du cas d'un steward de Air France qui s'appelle Aboubacar Traoré, qui a été discriminé par Air France, qui a fini par gagner en cour de cassation après 10 ans de procédure parce qu'il voulait porter ses cheveux naturels avec des tresses plaquées. On lui disait que ça ne correspondait pas. Tout à l'heure, on parlait de racisme systémique. Je vais te donner un exemple. Tu vois, pour être coiffeur en France, il faut que tu passes un CAP. Le CAP, c'est un diplôme qui est délivré par l'Éducation nationale. Eh bien, quand tu passes un CAP, on ne te demande pas si tu sais coiffer les cheveux comme les miens. Donc, tu es reconnu comme étant compétent ou compétente pour coiffer des gens en France, sauf que tu peux avoir ce diplôme sans savoir me coiffer. Parce que j'ai une texture de cheveux qui n'est pas une texture lisse. Et ça implique des compétences particulières. Donc, tu peux prendre l'option cheveux crépus, texturés, mais ce n'est pas dans le corps de base, en fait, de la formation. Ça fait pas partie du programme de base. Bah, de fait, je vais me coiffer où, moi, en fait? Donc ça t'isole. Bah, en tout cas, ça m'isole. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de communautarisme. Bah, moi, je vais chez des coiffeurs afro. J'ai une super coiffeuse qui s'appelle Nicole Pembroke, qui est afro-américaine et qui me coiffe depuis 10 ans. Mais de fait, en fait, et je veux dire, c'est pas un souci. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec le fait. Les coiffeurs afro, c'est vraiment des bulles d'intimité. C'est vraiment quelque chose de culturel et de très fort. Donc, moi, je dis pas que c'est un souci que ça existe, et c'est une très très bonne chose. Mais de fait, il y a un service public, il y a un service qui ne t'est pas proposé. Et pour acheter des produits, c'est compliqué. Ça l'est moins aujourd'hui. Il y a des marques comme... le nom m'échappe, pardon. Il y a des marques comme les Secrets de Loli qui sont maintenant distribuées en supermarché. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas aux États-Unis, tu vas dans n'importe quel supermarché, tu as un choix énorme en termes de soins capillaires. Ici, c'est compliqué. Et c'est un exemple. Et c'est pour ça que je te dis que c'est du racisme systémique, parce que ce n'est pas un individu qui a dit on va pas coiffer les noirs et les personnes qui ont les cheveux afro. C'est juste que le service public n'est pas charpenté pour accueillir notre spécificité. Et c'est pareil, parfois, quand tu vas... moi, tu vois, quand je vais chez le dermato, je demande à tout le monde, est-ce que vous connaissez un dermato qui sait bien gérer les peaux noires? Tu vois, parce que je sais que les problèmes dermatologiques sur ma peau n'ont pas la même forme que sur les peaux blanches. Et souvent, dans les livres d'études de médecine, en fait, les cas qui sont présentés, ce sont des cas de peau blanche. Tu vois, c'est du racisme systémique. Ça veut dire qu'on n'est pas considéré. C'est comme pour le maquillage. Exactement. J'imagine que dans ta carrière, ça a dû déjà t'arriver de tomber sur une maquillage qui n'avait pas le fond de teint. Moi, j'ai des photos de moi, tu vois, de masque. De Jim Carrey. Moi, j'ai des photos de moi comme ça, de personnes qui me disaient si, c'est votre couleur. Et donc, du coup, l'afro, pour en venir à l'afro, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Afro il y a 10 ans, pour célébrer les cheveux naturels portés par des personnes afrodescendantes. Et je trouve que ça s'améliore quand même. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui portent leurs cheveux naturels, qui font de la télé, etc. C'est moins stigmatisé qu'auparavant. Et avec le métissage de la société, il y a de plus en plus de gens qui auront des cheveux comme ça. Donc, il va falloir qu'on arrive à prendre en charge tout le monde de manière inclusive. Merci Rokhaya Diallo. J'ai passé un succulent moment. Merci, c'était un plaisir. Merci pour ton accueil. Merci pour toutes les informations et pour tout ce que tu as pu m'apprendre. Je t'en prie, merci j'espère nous apprendre. Pour ta curiosité bienveillante. Ton compte Instagram, c'est Rokhaya Diallo? Tout à fait. Il y a un compte X? Il y a un compte X qui est aussi Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo partout? Et non, TikTok, c'est Rock Diallo. Rock Diallo. Ouais. Ah, t'es sur TikTok? Ouais, je suis sur TikTok. Ok. Tu fais les danses, tu fais tout ça? Est-ce que si je dis que je fais des danses, ça va me valoir des abonnements? Peut-être. Merci Rokhaya. J'espère avoir la chance de te revoir prochainement. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet entretien avec Rokhaya Diallo. Nous, on se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité. D'ici là, prenez bien soin de vous.